Je crois donc que le réalisme à la washingtonienne est crucial pour développer une nouvelle grande stratégie. Cette stratégie devrait être basée sur les intérêts et réaliste, tout en évitant les positions agressives ou globalistes que certains réalistes autoproclamés aux ambitions globalistes préconisent au nom du réalisme. Cette tradition nous permet de repenser notre rôle dans le monde. Elle aide à rendre l'Amérique compétitive pour le prochain siècle en tant que puissance majeure parmi d'autres, plutôt qu'en tant que puissance impériale ou hégémonique. Hello everybody. This is Pascal from Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai une discussion avec deux universitaires que j'attendais avec impatience. Je parle au Dr Arta Moeni et au Dr Christopher Mott. Chris a déjà participé à la chaîne auparavant. C'est un excellent analyste qui travaille pour l'Institut pour la paix et la diplomatie. Son collègue, lui, Arta, travaille pour le même think tank en tant que directeur de recherche et responsable des opérations aux États-Unis. Les deux ont récemment écrit un article phénoménal sur le réalisme de George Washington et son approche envers la neutralité, ou appelons cela la non-alignement des États-Unis, ou le non-alignement initial des États-Unis. Vous pouvez imaginer mon excitation à propos de deux chercheurs montrant dans un article très bien documenté que Washington était en fait très nettement un neutraliste en chef. Alors, parlons du neutralisme et de la retenue des États-Unis dans les premiers jours de l'Union. Arta, Chris, bienvenue dans l'émission. C'est génial de vous avoir ici. Welcome to the show. Great to be here. Oui, merci de nous avoir unis. Votre article m'a beaucoup excité parce que vous discutez de ce que vous appelez le réalisme de George Washington. Bien que le terme n'était pas vraiment utilisé à l'époque où Washington était vivant, n'est-ce pas? Mais pourriez-vous peut-être expliquer ce que vous entendez par le réalisme de Washington? What do you mean with Washington realism? Oui, bien sûr. Tout d'abord, nous devons situer notre discussion dans le contexte de ce qu'est le réalisme. C'est une question fondamentale à l'époque de Washington et dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes se considèrent maintenant comme réalistes. Il est donc important de définir exactement ce que nous entendons par réalisme et s'il existe une tradition. Nous devrions considérer s'il y a une véritable culture du réalisme à laquelle nous pouvons nous référer. Et vous avez absolument raison de dire que le réalisme dont nous discutons, et celui qu'incarnait George Washington, est différent du réalisme trouvé dans la théorie des relations internationales. Il diffère d'un réalisme plus calculateur et matérialiste. C'est un réalisme dispositionnel, une attitude, une compréhension qui envisage le monde en termes de ce qui est possible plutôt que de ce qui devrait être. Donc cela n'inclut pas les éléments idéalistes que certaines théories du réalisme, développées au XXe siècle, possèdent. Il manque un cadre utilitariste et n'est pas positiviste. Il adopte une approche très différente. Une autre raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur Washington et son réalisme est que, à l'Institut pour la paix et la diplomatie, nous avons récemment lancé un programme nommé le Centre Washington, qui inclut les boursiers Washington. Par exemple, Chris est un boursier Washington avec nous. Beaucoup pourraient penser que cela est simplement dû à notre emplacement à Washington, D.C. Cependant, nous tenons à préciser que nos boursiers et notre programme sont dédiés à explorer ce que George Washington, en tant qu'individu, leader et homme d'État, représentait. Nous visons à baser nos politiques et notre réflexion stratégique sur ce que nous appelons le réalisme washingtonien, en façonnant un nouveau type de grande stratégie. Alors cela implique deux idées principales. Premièrement, il s'agit de réfléchir au passé sans en être contraint. Deuxièmement, cela reconnaît que dans notre ère actuelle, le cadre que nous appelons le réalisme washingtonien est plus nécessaire que jamais. L'époque de George Washington était caractérisée par des limitations et un manque de dominance globale,
souvent décrite comme du polycentrisme ou de la multipolarité, selon la terminologie que vous préférez. Beaucoup de ces perceptions sont liées aux notions d'intérêt, de réalité et de dynamique régionale, incluant les intérêts et cadres spécifiques à différentes régions. Je vais m'arrêter ici et laisser Chris partager son point de vue sur tout cela. Yeah, so Oui. Donc l'idée originale était que George Washington représente un exemple de réalisme qui est à la fois historiquement et régionalement ancré, comme Arta l'a mentionné. Cela est spécifique au contexte des États-Unis et de l'Amérique du Nord, mais s'est perdu au fil du temps à mesure que le pouvoir des États-Unis s'est étendu. Avec cette expansion, des croyances de luxe attachées au pouvoir des États-Unis ont émergé, particulièrement à notre époque. Ces croyances s'alignent souvent avec le moment unipolaire et un manque d'empathie stratégique pour les autres. Il y a aussi une croyance que, à mesure que les réseaux d'alliances des États-Unis s'étendent, ils deviennent permanents et conduisent à une sorte de terraformation du monde, le rendant plus semblable aux États-Unis et ostensiblement plus stable. making things a bit more like the US, making things more stable. They're rooted very heavily in the idea. Ils sont profondément enracinés dans les idées concernant la théorie de la paix démocratique, vis-à-vis de laquelle je pense qu'il y a de grandes raisons d'être sceptique historiquement. Ce n'est pas, je pense, une théorie historiquement viable. Ce scepticisme remonte à la période dont nous parlons, en regardant les archives historiques de l'époque, lorsque la République américaine était si petite et faible, la plupart des gens pensaient qu'elle échouerait ou se fracturerait immédiatement en différentes régions. C'est fascinant de voir les adaptations faites dès le début du pays. Un pays qui n'avait pas la capacité de maintenir toutes ces sortes de croyances de luxe qu'il a maintenant, a pu s'adapter et finalement poser les graines de son succès futur. Tout cela, une fois examiné, est extrêmement pragmatique. Cela repose entièrement sur ce que nous considérons maintenant comme le réalisme ultime. Cependant, à l'époque, cela a été vu comme une forme sobre de gouvernance sans principes universels. C'était ajusté en fonction des circonstances locales, reconnaissant que d'autres lieux ont leurs propres circonstances locales. Ils ne sont pas tous les mêmes. Il n'y a jamais eu de push race pour que d'autres pays adoptent le réalisme à la Washington. Au lieu de cela, sporation au de celui-ci. I think pragmatism is a very Exactement. important word in this. Je pense que le pragmatisme est un mot très important pour essayer de comprendre comment Washington envisageait ce qui devait être fait pour les jeunes États-Unis. Votre article montre magnifiquement que, malgré le fait que les États-Unis aient été pragmatiques dès le début, il y avait toujours une seconde tendance. Il y avait toujours une veine idéaliste, un désir de rendre le monde meilleur, tel qu'il devrait être, et non pas seulement tel qu'il était. Vous utilisez Thomas Jefferson pour illustrer ce point. Jefferson était le 3e président des États-Unis et le secrétaire d'État de George Washington au tout début. Pourriez-vous peut-être expliquer comment ces deux figures représentent deux aspects différents des États-Unis, deux âmes différentes, peut-être? Different parts of, like in the chest of the United States, two different souls. Maybe Arta. Oui, c'est un point très important. Dès le début, lorsque nous considérons la politique étrangère de Washington, nous devons la contraster avec ce qui est finalement devenu dominant. Nous discutons du fondateur et d'un type spécifique d'héritage qui existe aux États-Unis, principalement associé à Washington, Hamilton et aux fédéralistes. Cependant, assez tôt, cette perspective a été dépassée par ce qui est devenu le courant dominant, presque théologique, idéologique et idéaliste missionnaire dans la politique américaine et spécifiquement dans la politique étrangère américaine. Ce mouvement était mené par Jefferson, qui était fasciné par l'idée de transformation mondiale et les révolutions qui se produisaient en Europe à l'époque. Il y a un certain élément jacobin qui y est ancré. Je pense qu'il est important de retracer le fil de ces idées et le concept de culture stratégique que je souhaite mettre en avant.
Les idées sont transmises à travers les générations. Il existe une connexion entre l'idéalisme jeffersonien et l'idéalisme wilsonien, ainsi que la démocratie wilsonienne. Plus tard, comme Chris l'a déjà mentionné, nous voyons des concepts de notre époque comme la théorie de la paix démocratique ou la division du monde en bien et mal. Cela inclut le célèbre cadre de George W. Bush sur le bien et le mal et le manichéisme. Ces vues sur la politique étrangère et les visions du monde, comme vous l'avez mentionné, sont profondément ancrées. Elles représentent une ontologie, une manière de percevoir et d'interpréter la réalité qui est présente aux États-Unis depuis longtemps. Cependant, je crois que maintenant, plus que jamais, nous nous trouvons dans une situation précaire, à la fois sur le plan international et domestique. Cette situation nécessite le genre de compréhension qu'avait Washington. Dans notre contexte, nous pourrions nous considérer comme post-idéologiques, alors que pour eux, cela aurait été considéré comme une pensée pré-idéologique. Mais l'accent est mis sur le réalisme, non pas simplement comme une doctrine, mais comme une réflexion sur le fonctionnement réel des choses. Nous devons essayer de nous adapter, reconnaissant que les arrangements et les structures ne sont pas permanents et être ouverts à les changer. Alors, toutes ces visions sont encapsulées par Washington. Ils représentent un type d'état d'esprit différent auquel je me suis référé comme l'importance du caractère, l'excellence dans l'art de gouverner ou le leadership, et l'aristocratie comme une vertu individuelle. De nombreux hommes d'État avant la Révolution américaine possédaient une disposition et un caractère spécifiques. Ils se concentraient sur le bien commun, l'intérêt général, plutôt que sur des idéaux tels que nous les concevons aujourd'hui. Ils ne rêvaient pas de transformer le monde, mais ancrèrent tout dans le concept d'intérêt national. Chris? Puis-je juste demander, Chris, pouvez-vous expliquer un peu plus Jefferson? Nous parlons des années 1780, de la Révolution française et de l'idée dominante selon laquelle la démocratie allait s'emparer du pouvoir et tout améliorer. Cette grande nouvelle nation de l'autre côté de l'Atlantique était enfin en train de se rassembler. Pouvez-vous approfondir un peu plus la motivation de Jefferson? Oui, la comparaison est en fait assez intéressante. Je veux mentionner un livre qui vaut la peine d'être consulté. Il s'appelle L'idéologie du démocratisme par Emily Finlay. Dans ce livre, elle examine divers penseurs, montrant comment la pensée libérale a évolué de la concentration sur les droits individuels au développement d'un complexe messianique. Ce complexe messianique a finalement dominé ce que nous appelons maintenant la classe de gestion professionnelle. Jefferson a son propre chapitre dans ce livre, donc pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances, c'est définitivement une lecture recommandée. La vision du monde de Jefferson était fondamentalement basée sur la croyance que l'humanité est sur un voyage progressif et linéaire, avançant toujours vers l'avant et vers le haut. Cette vision, bien que non universelle, était très répandue au sein de son parti politique émergent, judicieusement nommé le démocrate républicain, qui combine de manière intéressante les noms des deux principaux partis politiques américains d'aujourd'hui. Dans ce groupe, il y avait certainement des penseurs plus nuancés, notamment James Madison, qui peut être vu comme un point médian entre Jefferson et les fédéralistes à bien des égards. Il partageait une vision du monde selon laquelle la Révolution américaine, la Révolution française et même les actions des parlementaires dans la guerre civile anglaise du siècle précédent faisaient tous partie de la même entreprise globale. Et cela rend l'humanité meilleure grâce à l'évolution politique et à l'idée que les Lumières pourraient être une force de changement. Ce changement ne concernait pas seulement notre manière de voter ou le gouvernement constitutionnel, mais aussi la façon dont nous concevons la relation de l'humanité avec la nature et le monde. Il est intéressant de comparer cela
aux personnes qui sont devenues le premier gouvernement. Bien que, comme vous le soulignez, il n'y avait pas beaucoup de personnes ayant de l'expérience en gouvernance. Toutes ces personnes faisaient à l'origine partie de l'administration Washington parce qu'il n'y avait pas un grand vivier de talent à exploiter. Les fédéralistes, critiqués par Jefferson pour être trop pro-britanniques et même étiquetés comme des hommes anglais, présentent un contraste intéressant. Ironiquement, la vision du monde des Jeffersoniens semblait quelque peu similaire à celle de l'Empire britannique, bien qu'elle fût combinée avec le jacobinisme d'avant-garde français. Cependant, la perspective fédéraliste était distincte. C'était en grande partie parce que beaucoup de ses membres étaient des vétérans combattants de la Révolution. Washington était le général le plus notable, et Alexander Hamilton a servi à la fois comme son aide de camp et à l'origine comme son capitaine d'artillerie. Hamilton est célèbre pour avoir tiré sur l'université de Princeton lorsqu'elle était occupée par des troupes britanniques, une université qu'il avait rejetée une décennie plus tôt. Alors voilà un petit morceau de la légende de vengeance académique pour vous. Ensuite, il y avait Henry Knox, célèbre pour avoir transporté de l'artillerie depuis le fort Ticonderoga, capturé pour chasser les Britanniques de Boston, marquant la première victoire significative dans la guerre. Il allait jouer un rôle crucial dans l'administration Washington. Ces personnes avaient combattu et comprenaient la valeur de la paix de première main. Évidemment, ils n'étaient pas pacifistes. Ils avaient volontairement pris la cause de combattre pour expulser la Grande-Bretagne de ce qui deviendrait les États-Unis. Ils ont fait cela parce qu'ils croyaient que les intérêts des gens en Amérique du Nord avaient divergé de ceux de l'Empire britannique. Donc, il n'y avait rien d'universel dans cette affirmation. Il y avait aussi l'idée que maintenant que la guerre était gagnée, la guerre n'était pas formidable et nous ne devrions pas constamment la risquer. Nous devrions reconstruire. Le pays était dévasté par une grande partie du conflit, donc il avait besoin d'une période de paix et de prospérité. Maintenant, comparez cela à Jefferson. Jefferson avait évidemment été anti-britannique et le serait virulemment toute sa vie, mais lui et beaucoup de personnes alliées à lui n'étaient en fait pas des vétérans de la guerre. Ils n'avaient pas leur idéalisme tempéré par le réalisme que l'on doit avoir pour gagner une guerre contre toute attente. Et donc, je pense que leurs idées plus utopiques étaient plus attrayantes pour eux, parce qu'ils ne se souciaient pas vraiment, vous savez, à un certain niveau, s'il y avait un risque immense à les poursuivre. Ils n'ont pas vu la période de paix comme une opportunité de se distancer des guerres sans fin et de l'implication de l'Europe en tant que sujet colonial. Au contraire, ils l'ont vu comme une chance de s'allier avec la France, remplaçant effectivement la Grande-Bretagne par la France, et de devenir partie d'un plan transatlantique pour faire avancer l'humanité. De nombreux écrits de Jefferson ont une teinte distinctement jacobine, suggérant que toute l'humanité progresse dans un grand dessein. Ce concept pourrait sembler familier à ceux qui ont vécu le monde post-guerre froide. Maintenant, nous y sommes quelque peu plus habitués. Ce n'est plus aussi avant-gardiste qu'avant. Cependant, cela met en évidence une division intrinsèque, montrant que le réalisme washingtonien possède un élément géographique distinct qui le différencie des mentalités de croisée. D'autre part, le côté plus idéaliste qui précède Jefferson dans le contexte américain et qui trouve probablement ses origines chez les puritains dans la Nouvelle-Angleterre des premiers temps, a toujours été présent. Cette perspective idéaliste ignore toutes les limitations géographiques de ses ambitions. Au lieu de cela, elle considère l'humanité comme une toile sur laquelle la politique peut peindre ce qu'elle désire. Ainsi, nous observons cette division. Bien que ce ne soit pas un principe universel,
La division montre clairement que ceux qui étaient plus impliqués dans la guerre d'indépendance, ou même la guerre de 7 ans avant cela, étaient beaucoup plus prudents et conscients de leurs limites. C'étaient les personnes qui avaient réellement combattu dans les guerres. D'autre part, ceux qui étaient plus impliqués dans la rédaction de journaux et qui parlaient de l'avenir glorieux, mais évitaient de combattre directement, étaient beaucoup plus belliqueux. Cette relation entre la presse et les anciens militaires est assez familière à de nombreux publics modernes. C'est très familier. La manière dont vous tracez cela me fait vraiment me demander s'il y a une approche double constante aux États-Unis. Et la combinaison de ces approches a formé les politiques réelles que nous avons vues au cours des derniers 250 ans. Et bien, cela a beaucoup de sens pour moi, mais j'aimerais me concentrer un peu plus sur Washington lui-même. Comme vous l'avez mentionné, le fait qu'il ait combattu dans des guerres et qu'il savait ce que la guerre impliquait semble l'avoir rendu plus pragmatique en termes de ce que nous devons faire pour réussir en tant que nation. Pragmatic, as in what do we need to do in order to succeed as a nation, and that does not necessarily mean that Washington. Et cela ne signifie pas nécessairement que Washington lui-même était pacifiste, n'est-ce pas? Le but n'était pas d'être pacifique en général. Il s'agissait d'éviter de s'impliquer dans des guerres qui étaient déraisonnables. L'idée était de s'engager dans des guerres qui étaient importantes pour nous, comme celles avec les Autochtones, n'est-ce pas? Et de faire ce qui était important pour promouvoir les intérêts des 13 colonies, qui à ce moment-là étaient encore réellement très faibles. Pouvez-vous parler de comment la géographie a influencé la compréhension de Washington, de ce qui devait être fait? Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Arta ou Chris, celui qui a écrit cette partie? Chris, voudriez-vous prendre cela? Oui, bien sûr. Il est vraiment important de garder à l'esprit que Washington avait été un arpenteur foncier dans sa jeunesse, et cela a joué un rôle crucial. Avant ses rôles de leadership militaire et politique, il aimait vraiment l'arpentage foncier. Il était tellement passionné par cela que même lorsqu'il voyageait à travers le pays pour des raisons non professionnelles, il sortait ses outils et pratiquait l'arpentage foncier. Sa fascination pour la topographie était presque une obsession. Et bien sûr, cela a fait de lui un spéculateur foncier dans ce qui était alors la nouvelle frontière de ce que nous considérerions maintenant comme la vallée de Shenandoah et les contreforts des Appalaches. Cela lui a donné beaucoup d'expérience dans le traitement avec les Amérindiens. Ces interactions n'étaient pas uniquement basées sur le désir d'acquérir leurs terres. Il a également dû négocier de nombreux aspects dans une frontière contestée. La frontière s'est étendue très lentement au XVIIIe siècle, surtout comparée au XIXe siècle. Initialement, il avait les préjugés typiques de son époque. Cependant, ces préjugés se sont progressivement affaiblis en raison de la réalité complexe de traiter avec des personnes de divers horizons. Je pense que cet accent mis sur la terre, combiné à ses premiers échecs en tant que leader militaire, notamment dans la guerre de 7 ans, qui est remarquable. Cette guerre faisait partie de la guerre de 7 ans, qu'il a vraisemblablement déclenchée. En tant que jeune homme impulsif, il a conduit ses troupes dans un affrontement inutile avec une garnison française à l'extérieur du fort Duquesne, aujourd'hui connu sous le nom de Pittsburgh. Ce conflit portait essentiellement sur qui avait le contrôle indirect sur le territoire, qui était habité par des peuples amérindiens. Le litige se concentrait sur les droits de commerce et le droit de construire des forts dans les zones occupées par les peuples algonquiens. Washington a commis plusieurs erreurs dans ses premiers engagements militaires, mais il a toujours fait preuve de bravoure et de courage sous le feu. Importantement, il a appris de ses échecs. Et son expérience en topographie a été clé pour sa capacité à apprendre de ses échecs. Après son erreur significative à Fort Necessity, qui a déclenché une guerre qui a dégénéré,
intentionnellement ou non, il est devenu un aide spécial et conseiller pour le général britannique, le général Braddock, dans les années 1750. Lorsque les Britanniques ont envoyé une grande force à Fort Duquesne, écrasante en termes de nombre, Washington a conseillé au général Braddock que les méthodes traditionnelles de guerre européennes ne seraient pas couronnées de succès. Il a expliqué qu'ils allaient dans une zone qui était fortement boisée et vallonnée, et que la plupart de l'armée ennemie n'était pas française. Cela venait en fait de diverses tribus, en particulier les Shawnee et les Lenape, qui migraient alors vers l'ouest. Ils allaient combattre d'une manière adaptée au terrain de l'Amérique du Nord, et l'armée britannique n'était vraiment pas préparée pour cela. Le général Braddock a minimisé la menace en disant « Qui s'en soucie? Ce ne sont qu'une bande de sauvages. Nous avons le nombre, nous avons l'entraînement, nous allons les éliminer. » Puis vint la bataille de Monongahela, qui fut une énorme défaite pour les Britanniques. Une force bien plus petite, composée principalement d'Amérindiens avec un peu de soutien français, a complètement détruit la colonne britannique, et Braddock est mort. Washington prit le commandement et réussit à extraire les restes des forces sous le feu. Ils auraient probablement tous été tués s'ils n'avaient pas été là. Et je pense que c'était le début de son éloignement de l'Empire britannique à bien des égards. Cela découlait de la prise de conscience que les officiels arrogants à Londres croyaient qu'ils pouvaient simplement imposer leur vision du monde sur la gouvernance et les stratégies militaires et s'attendre à un succès parce qu'ils le jugeaient correct. Cette expérience sur le champ de bataille a initié son processus de reconnaissance de l'Amérique du Nord comme distincte. Au cours de la décennie suivant la guerre, nous observons son déplacement politique progressif loin des Britanniques. Cela a été influencé par divers facteurs, y compris le Stamp Act et d'autres formes de taxation. Du point de vue britannique, ces mesures étaient justifiées, car les colons bénéficiaient considérablement de la guerre, tandis que la guerre averting immervalsen being race key used through healing. Mais cela ne prenait pas en compte le fait que les colons avaient réellement beaucoup souffert pendant la guerre, alors que les Britanniques, à part leurs troupes, n'avaient pas souffert. Ils avaient également réalisé des gains en dehors de l'Amérique du Nord. Ainsi, il y avait déjà une division. Des questions se posaient sur la manière dont les terres devaient être utilisées, qui devait être allié avec qui localement, et comment les politiques de Londres divergeaient de ce qui était bon pour les colons. Sans le spectre de la France comme ennemi commun à la frontière, cela a vraiment commencé à faire comprendre à beaucoup de gens que leur plus grand ennemi était désormais leur métropole, à bien des égards. Cela était dû au fait qu'il y avait simplement trop de divisions. Et ces divisions étaient enracinées dans les intérêts conflictuels de l'Amérique du Nord par rapport à ceux de l'Europe, ou plus spécifiquement, de la Grande-Bretagne. Les intérêts de la Grande-Bretagne étaient de maintenir divers échanges transatlantiques, tels que le tabac, les esclaves et les biens manufacturés, de manière contrôlée qui bénéficiait de manière disproportionnée à Londres. En contraste, l'Amérique du Nord était concentrée sur la sécurité et la capacité de se désengager des frontières européennes, une fixation locale. Il est important de noter que cela n'était pas pacifiste. Personne ne va idéaliser et prétendre qu'il n'y a pas eu de vol massif de terre auprès de la population indigène. Cette situation met en lumière une divergence d'intérêts significative. Le cœur de cette divergence était de savoir si les ressources de l'Amérique du Nord devaient être utilisées principalement au sein de l'Amérique du Nord ou devaient principalement servir les objectifs impériaux britanniques qui s'étendaient autour du monde. Cela marque le début de l'impérialisme britannique en Asie du Sud. La Grande-Bretagne représentait une perspective globale, tandis qu'il y avait une perspective de développement plus locale
qui plaidait pour la capacité de se développer sans être subordonné à une autre puissance. Cette différence de perspective a finalement conduit à un différend politique sur les droits, y compris qui avait le droit de voter sur les politiques. George Washington est devenu une figure clé dans ce différend en raison de sa capacité à s'adapter aux changements, particulièrement dans les stratégies militaires. Cette adaptabilité était cruciale pendant la guerre d'indépendance, où il a mené une armée qui était inférieure tant en qualité qu'en quantité. Il disposait d'un vaste espace de travail et d'un grand nombre de miliciens non formés qui excellaient dans le combat non conventionnel. De plus, il commandait un petit groupe de réguliers continentaux de base compétents dans les batailles en champ ouvert, bien que leur nombre était limité. Le défi était de savoir comment utiliser efficacement ses forces. De plus, il y avait de nombreuses instances où le Congrès continental le pressait de tenir bon et de combattre pendant la guerre contre son meilleur jugement. Il y avait aussi des erreurs initiales, comme tenter de défendre la ville de New York contre une invasion amphibie britannique sur Long Island. Étant donné la capacité de la marine britannique à débarquer des troupes à volonté et leurs forces supérieures, la victoire dans de telles situations était impossible. Alors, il a fait face à sa plus grande défaite. Cependant, après cette période d'ajustement, lorsqu'il a gagné plus de contrôle et que le Congrès continental a reconnu que l'armée était plus efficace lorsqu'elle était utilisée de manière non conventionnelle, Washington a pu promouvoir des individus capables à des postes plus élevés. L'un de ces individus était Nathaniel Greene, un général vraiment fantastique et sous-estimé dans l'histoire des États-Unis. Greene évitait principalement la guerre ouverte et se concentrait plutôt sur l'attaque des lignes d'approvisionnement britanniques, essayant de les confiner. Il a utilisé l'immense intérieur de l'Amérique du Nord pour restreindre efficacement le mouvement britannique et les vaincre lorsque c'était possible, ou au moins les neutraliser. Cette stratégie était très largement un précurseur de la guérilla, forçant une puissance supérieure à perdre sa capacité à contrôler le champ de bataille. Finalement, bien sûr, cela a créé un tel bourbier que la France a vu une opportunité d'intervenir, ce qui est ensuite devenu l'élément décisif pour gagner la guerre. Bien sûr, cela poserait des problèmes pour plus tard, mais c'est bien là tout l'intérêt. Je pense que l'élément clé de la vision du monde de Washington est que tout est temporaire. Il n'existe pas d'idéal permanent dans lequel la politique, la guerre ou quoi que ce soit fonctionne toujours. Tout est toujours en mouvement et en changement. Donc pour être pragmatique, il faut fixer ses objectifs de manière réaliste et être prêt à changer lorsque la situation autour de soi change également. Ah, je t'ai vu hocher la tête plusieurs fois. Veux-tu ajouter quelque chose à cela? I saw you nodding several times. Do you want to add something to this? There are a few points that Il y a quelques points que je souhaite aborder. D'abord, je suis entièrement d'accord avec la discussion, surtout en ce qui concerne la nature asymétrique de la guerre avec la Grande-Bretagne. Cela montre que lorsque vous combattez un type de guerre différent, cela change vos perspectives. Votre perception devient votre réalité. Être activement impliqué dans une guerre existentielle ou de survie rend vos objectifs beaucoup plus limités. Un autre point que je voulais soulever concerne la dichotomie entre les perspectives globales et localistes. C'était important à l'époque et peut-être encore plus important aujourd'hui, car notre mentalité tourne souvent autour de la réflexion sur le monde en termes d'implication globale. À cause de cela, nous pensons que, à moins que nous puissions influencer ou changer le spectre mondial, nous ne sommes pas capables d'être influents ou nous ne faisons pas grand-chose. Cette idée de leadership mondial, par exemple, est une pierre angulaire importante de la vision de la politique étrangère de Biden, mais elle s'applique également à d'autres visions de la politique étrangère américaine depuis longtemps. La prévalence du globalisme dans le vocabulaire de la politique étrangère à Washington aujourd'hui
reflète une sorte de globalisme qui a été hérité d'il y a longtemps. Il était à l'origine britannique et puritain, mais a ensuite été adopté et embrassé, comme Chris l'a souligné, à travers la transformation du monde par les Français, par un certain groupe d'élites américaines, principalement de l'Est. Ils ont ensuite porté cette idée de génération en génération. Les différents défis auxquels les États-Unis ont été confrontés, notamment après la Seconde Guerre mondiale et dans la période précédant celle-ci, ainsi que pendant la Première Guerre mondiale au XXe siècle, étaient encadrés par l'idée que l'Amérique devait être un pays mondial. Cela était malgré le fait que sa population, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ne voulait pas être si globalement engagée ou impliquée. Cette perspective a influencé l'élaboration des politiques. En même temps, l'une des idées majeures de Washington, Hamilton et des fédéralistes était que ne pas vouloir transformer le monde ou exercer un contrôle globaliste ne signifiait pas que les États-Unis ne voulaient pas communiquer, s'engager ou commercer avec le monde. S'engager dans le commerce et la communication avec le monde était considéré comme bénéfique pour le propre développement du pays. L'idée selon laquelle les critiques d'une politique étrangère réaliste, qui est basée localement et régionalement, pourraient qualifier quelqu'un comme Washington d'isolationniste est complètement fausse. Cela est dû au fait que le type d'interaction et d'engagement avec lequel l'Amérique a commencé et a toujours été ouverte n'implique pas d'avoir des inimitiés permanentes ou des amitiés permanentes avec certains pays. Au lieu de cela, Sesame's work great strain of 6-7 until and the reverted bet. Be flexible in terms of the parameters of those relationships. Where does it benefit you? Where does it stop? Où cela vous avantage-t-il? Où cela cesse-t-il d'être bénéfique? Où cela vous nuit-il? Ce sont des questions qui changent selon les différents contextes et périodes de temps. C'est l'une des choses les plus importantes que nous devons comprendre du réalisme washingtonien, la flexibilité et la compréhension de ce que cela signifie d'être dans le monde. Il est crucial de reconnaître à quel point il peut être pathologique d'étendre cette présence à contrôler le monde, à adopter une perspective hégémonique ou même globaliste sur le monde. Ce que je trouve si intéressant dans votre article, c'est que vous explorez l'origine de cette veine d'idéalisme. Vous le décrivez en termes de Washington, plaidant pour que les États-Unis soient un modèle pour le monde, un modèle que d'autres pourraient choisir d'imiter s'ils le souhaitaient, par opposition à l'approche jeffersonienne de diriger le monde. Cela implique non seulement de montrer ce qui est bon pour eux, mais de mettre en œuvre ce qui est bon pour le monde. Le terme isolationnisme est en réalité une création de l'époque de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, ce terme a été inventé pour décrire des individus comme Washington et la tradition de 150 ans de ceux qui ont suivi ses pas. Ces individus prônaient une approche modeste, se concentrant sur les États-Unis et leurs intérêts plutôt que de tenter d'être un leader mondial. Cette approche est encapsulée dans la façon dont Quincy Adams l'a formulée, cherchant des monstres à détruire à l'étranger. À la recherche de monstres à détruire. Au lieu d'aider la liberté, aller à l'étranger pour trouver des monstres à détruire capture essentiellement le point. Comment identifiez-vous le point d'inflexion dans le leadership américain où la doctrine Monroe représente un changement significatif d'idéologie par rapport à celle de Washington? Si nous revenons en 1793, dans le discours d'adieu de Washington, il prônait la neutralité en termes réalistes. Pourriez-vous expliquer ces termes et comment il a souligné l'importance de nous occuper de nos propres affaires et de maintenir la neutralité? Je commencerai par cette question. D'ici 1793, dans son discours d'adieu, beaucoup des fondateurs, y compris Washington, étaient déjà devenus désillusionnés par l'expérience américaine.
Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réussisse de la manière dont elle l'a fait, mais il n'avait pas non plus anticipé certaines des manières dont elle dévierait de sa trajectoire. C'est intéressant parce que certains chercheurs croient que Jefferson était également désillusionné par les États-Unis. Je pense que la seule personne qui a continué à croire aux États-Unis en tant que projet était Madison, qui a adopté une approche du juste milieu. Les deux partis croyaient que quelque chose avait terriblement mal tourné. Pour nous, la perspective washingtonienne est très importante car elle met en lumière certains aspects. Dès le début, il y avait une connexion entre les affaires domestiques et étrangères pour Washington. Ce n'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler à Washington aujourd'hui. Nous vivons presque comme si les côtés de la politique domestique et étrangère étaient deux entités séparées. Cependant, Washington et ses partisans comprenaient que, avant tout, de nombreux problèmes sont domestiques. La politique étrangère est souvent vue à travers le prisme de la politique domestique. À cause de cela, tant les événements internationaux que la nature de la politique intérieure peuvent conduire au sectarisme et à la polarisation. La politique étrangère peut être un sujet très clivant. Chris a déjà abordé ce point, mais une partie du problème était que différentes factions s'alignaient soit avec la Grande-Bretagne, soit avec la France. Elles ont tenté d'orienter l'Amérique vers l'un de ces chemins, plutôt que de maintenir sa neutralité. L'Amérique n'était pas censée favoriser l'un au détriment de l'autre, pas censée être perçue comme une nation francophile ou anglophile. Mais je pense qu'il y a cet élément. Il y a aussi la question de comment, lorsque les idées et l'idéologie prennent le dessus, il devient très difficile de ne pas adhérer au sensationnalisme et à la sentimentalité qui l'accompagne. Déjà du temps de Washington, il avait observé ce genre d'attachement artificiel soit à la Grande-Bretagne, soit à la France, spécifiquement à la France. Il se demandait pourquoi les fortunes, les sentiments et les faveurs d'une nation devaient être liés à un pays étranger plutôt qu'à un autre, et pourquoi elle devait alors s'engager dans ces luttes. C'était quelque chose de très significatif pour Washington. Mais aussi, c'est quelque chose que nous continuons de voir jusqu'à notre époque, avec différents conflits où les gens s'impliquent puis interprètent ces conflits à travers leur propre parti pris politique. Par exemple, si mon camp favorise l'Ukraine, alors je favorise l'Ukraine. Cela n'a même pas à voir avec les divisions politiques. C'est plus à propos des valeurs que je pense que l'autre camp représente, et si je suis d'accord avec ces valeurs ou non. Par conséquent, je m'engage dans une contestation géopolitique, une véritable affaire politique, qui est très différente et loin de ma vie et de mes intérêts. Je projette cette importance sur le conflit étranger, pensant qu'il est aussi important pour moi qu'il l'est pour les Israéliens et les Palestiniens, ou les Ukrainiens et les Russes, qui se battent réellement dans ces guerres. Cette pathologie à laquelle Washington a fait allusion implique de comprendre la profonde connexion entre les problèmes domestiques et étrangers. Elle montre comment le soutien à une cause étrangère, souvent défendue par les élites d'un pays, peut amener sa population à s'identifier fortement à l'un des côtés. Cette division peut fracturer l'identité nationale et détourner l'attention des questions essentielles telles que la compétitivité, la croissance et le bien-être du propre peuple de la nation. En conséquence, des ressources et de l'énergie significatives sont détournées vers des problèmes qui ne sont pas directement liés aux intérêts primaires du pays. Chris, je pense que dans votre article, vous explorez magnifiquement le fait que le premier type de guerre secrète dans lequel les États-Unis ont été impliqués était en réalité avec la France révolutionnaire. Et l'ironie de tout cela,
surtout dans le contexte de la théorie de la paix démocratique. Pouvez-vous simplement partager ce morceau avec nous? Especially in the democratic peace theory. Can you just give us that bit? And to tie Ouais. that to what Arda just said, Et pour relier cela à ce qu'Arda vient de dire également, je pense qu'il est vraiment important de reconnaître que lorsque Washington est devenu président, après la ratification de la Constitution, et que nous avions un gouvernement pleinement cohésif, il n'y avait à l'origine pas de parti politique. Les politiques poursuivies par Washington et Hamilton, qui finiraient par devenir le Parti fédéraliste, étaient basées sur le maintien de plus de richesses à domicile et la construction d'un système de fabrication presque à l'anglaise pour être indépendant de la Grande-Bretagne. Cette approche a conduit à un pays qui était initialement dévasté, ayant un système bancaire et de crédit financier aussi bon qu'une puissance européenne établie, alors que Washington était encore président. C'est une réalisation remarquable dans le développement. Cela montre par valeur d'être détaché et termes like a level third. Cependant, le système des partis a vraiment commencé à émerger pour diverses raisons, telles que les droits des États versus l'autorité centrale. Mais un élément clé que Arda a suggéré et qui devient tout à fait explicite après un examen plus approfondi est la politique étrangère. La division sur la politique étrangère a vraiment conduit à l'ascension de ce que nous reconnaissons maintenant comme le système partisan politique. La question centrale dans cette politique étrangère était comment répondre aux guerres continues et sans fin entre la Grande-Bretagne et la France. Personne ne plaidait vraiment pour une alliance avec la Grande-Bretagne. C'est en quelque sorte un mythe propagé par la propagande jeffersonienne. Cependant, la neutralité qui pourrait sembler familière aux audiences modernes était souvent dépeinte par beaucoup dans la presse et certaines factions politiques comme étant pro-britanniques. Si vous n'étiez pas activement pro-France, vous étiez donc considéré comme pro-britannique. Cette rhétorique semble étonnamment familière. Choisissez n'importe quel conflit moderne et vous pouvez voir le même schéma. Si vous ne soutenez pas ce que préconise l'établissement de Washington, alors vous êtes automatiquement étiqueté comme étant du côté opposé. Oui, allez-y. Oui, exactement. Cela est devenu de plus en plus problématique à mesure que les corsaires français ont commencé à s'attaquer lourdement à la navigation dans les Caraïbes. Ils n'ont pas expliqué ce que sont les corsaires. Les corsaires sont essentiellement des pirates travaillant sous la direction officielle ou non officielle d'un État. Contrairement aux pirates stéréotypés qui attaquent de manière indiscriminée, la plupart des pirates historiques étaient en réalité des corsaires. Ils ciblaient des nations spécifiques, souvent pour le compte d'un État sponsor. Cette agression sélective leur permettait d'opérer sans être immédiatement ciblés pour élimination par tous les États. En essence, bien que leurs actions puissent être considérées comme mercenaires, ils maintenaient une alliance avec au moins un État. Dans ce cas, la France peut être comparée aux outils d'aujourd'hui. Private maritime mercenaries. Des mercenaires maritimes privés, exactement. Ils sont comme des mercenaires en mer à bien des égards. La France avait perdu une grande partie de sa puissance navale hors d'Europe. Elle n'a jamais vraiment eu la suprématie navale, mais sa force navale n'était plus aussi pertinente dans le Nouveau Monde qu'elle l'avait été, surtout lorsqu'elle a joué un rôle crucial à la bataille de Yorktown. La France, particulièrement pendant la période révolutionnaire, a eu recours à la course comme stratégie pour attaquer les Britanniques. C'était un mouvement logique visant à saper la suprématie navale britannique et à interférer avec leur commerce. Cela interférait également avec le commerce des États-Unis et la capacité des États-Unis à être un partenaire commercial avec tous les pays sans prendre parti dans leur guerre. Cela conduirait bien sûr à des problèmes. Parfois, des corsaires français débarqueraient dans les ports américains, ce qui, en tant que participants actifs à la guerre,
était en quelque sorte une violation de la neutralité. Cela alimenterait davantage les problèmes domestiques. Beaucoup de gens diraient « Eh bien, tant mieux, nous les soutenons. Tant pis pour les Britanniques. » D'autres soutiendraient « Peu importe ce que vous ressentez, cela va nous nuire et à notre capacité à développer notre propre économie et intérêts. » Ainsi, au niveau domestique, les problèmes de politique étrangère associés à la fois à l'Empire britannique et à la Révolution française sont devenus des enjeux significatifs. Ces problèmes allaient finalement évoluer alors que les relations avec la France se détérioraient rapidement pendant l'administration de Washington. Il est important de noter que Washington ne souhaitait pas que les relations se détériorent. Cependant, il y avait une pression constante de la part du gouvernement français pour aligner les États-Unis avec leurs intérêts. Cette pression a conduit Washington à émettre la proclamation de neutralité, qui n'était pas une déclaration de soutien à la Grande-Bretagne. L'idée d'accuser quiconque dans ce contexte d'être pro-britannique, surtout ceux qui avaient combattu contre la Grande-Bretagne, est tout simplement absurde. La proclamation de neutralité reflétait clairement les priorités de Washington, et Adams a hérité de cette position lorsqu'il est devenu le deuxième président. Elle a effectivement retiré les États-Unis du conflit, exprimant un sentiment du genre « Nous vous souhaitons du bien, nous n'aimons pas non plus les Britanniques, mais participer à ce conflit n'est pas dans notre intérêt. » Cependant, au moment où Adams a pleinement assumé la présidence, la relation avec la France s'était considérablement détériorée. De nombreux biens expédiés de l'Amérique du Nord vers les ports des Caraïbes étaient utilisés pour soutenir l'effort de guerre britannique. Initialement, les corsaires français auraient pu agir de manière indépendante, mais avec le temps, leurs attaques contre les navires américains, en plus de ceux britanniques, ont commencé à être vues comme une tentative d'intimider les États-Unis pour les forcer à se plier. Cela a conduit à une situation où il n'y a jamais eu de déclaration officielle de guerre. Ce conflit n'est pas répertorié parmi les guerres officielles menées par les États-Unis, mais il s'agissait de son premier engagement militaire avec une puissance non autochtone, connue sous le nom de quasi-guerre. La quasi-guerre était principalement un conflit naval dans les Caraïbes, impliquant la marine des États-Unis nouvellement établie. Avant ce conflit, la marine américaine n'existait pas. Sa création a été une réponse directe aux actions de la France. Les États-Unis ont construit leur premier navire naval, en commençant par des frégates. Le pays manquait de la capacité de construire des navires de ligne plus grands, qui de toute façon n'auraient pas été pratiques pour le combat contre les corsaires dans ce conflit. Plutôt que de construire des navires plus grands, les États-Unis se sont concentrés sur des vaisseaux de type frégate plus petits, qui avaient souvent entre 36 et 48 canons. Ces navires comportaient un seul pont, étaient très rapides et suffisamment grands pour se battre contre n'importe quel navire, à l'exception d'un vaisseau de ligne. Cette approche a finalement conduit à la création d'un nouveau type de navire connu sous le nom de superfrégate. Une superfrégate pouvait vaincre toute autre frégate, étant plus grande que toute frégate traditionnelle, tout en restant assez petite et légère pour éviter les engagements avec les flottes et pour rattraper et poursuivre d'autres vaisseaux. Le célèbre USS Constitution, le plus ancien navire de guerre encore en service au monde situé dans le port de Boston, est un exemple d'un tel navire. Je l'ai visité et il est en effet très impressionnant. Ces navires, construits pour la quasi-guerre, ont exceptionnellement bien performé. Ils engageraient ces corsaires français et les vaincraient de manière décisive. Alors que les Français capturaient un nombre significatif de navires civils et saisissaient des marchandises, dans les engagements militaires, les États-Unis étaient majoritairement victorieux. Cette situation posait un énorme problème, surtout du point de vue jeffersonien.
car elle impliquait deux républiques révolutionnaires et progressistes qui étaient censées être alliées, mais qui se retrouvaient en conflit à cause du commerce. Essentiellement, le différend se concentrait sur la question de savoir si les États-Unis devaient commercer avec la Grande-Bretagne. Finalement, cette situation s'est avérée désavantageuse pour la France et les États-Unis, car les marchandises commerciales étaient continuellement saisies. Ce n'est que lorsque Napoléon est arrivé au pouvoir, marquant un tournant non démocratique dans la Révolution française, que la France a commencé à reconsidérer sa position. Napoléon méprisait la politique existante et l'une de ses premières actions a été de l'abolir. Il a plaidé pour le rétablissement des relations avec les États-Unis, respectant leur neutralité et rejetant la politique précédente comme une distraction insensée. Il croyait qu'il était plus avantageux de se lier d'amitié avec les États-Unis, rendant ainsi plus facile pour eux de s'opposer à la Grande-Bretagne. Napoléon avait raison dans son évaluation. Ce changement a conduit à la restauration des relations diplomatiques complètes et à la conclusion de la quasi-guerre. Cet incident se présente comme l'un des premiers exemples dans l'histoire moderne que les gens pourraient citer lorsqu'ils discutent de la théorie de la paix démocratique ou de l'importance des alliances basées sur des valeurs partagées. Eh bien, lorsque l'argent et la survie géopolitique sont en jeu, les intérêts passent toujours en premier. Cela montre à quelle vitesse les choses peuvent changer. Les relations entre les États-Unis et la France étaient incroyablement fortes dans les années 1780, presque idéalisées. Benjamin Franklin avait captivé l'élite française. Pourtant, moins de 20 ans plus tard, il y a eu une rupture complète, menant à une guerre presque totale. Alexander Hamilton avait même élaboré des plans pour s'emparer de la Nouvelle-Orléans. Après cette période, les États-Unis sont devenus à nouveau plus pro-français, car la Grande-Bretagne restait une menace plus significative. Finalement, cela a conduit à la guerre de 1812, qui s'est produite simultanément, mais séparément, des dernières étapes des guerres napoléoniennes. Et donc, cela montre bien, surtout pour les petits pays, quelque chose pour lequel les États-Unis aujourd'hui ont très peu d'empathie, à quel point il faut être prudent avant de s'engager dans une position idéologique permanente. Tout cela, bien que la quasi-guerre ait eu lieu après la présidence de Washington, se déroulait en temps réel lorsqu'il a prononcé son discours d'adieu. Il est important de se rappeler que le discours d'adieu est ancré dans la crainte que des attachements trop émotionnels, que ce soit envers des ennemis ou des amis permanents, nuisent à la politique intérieure, augmentent l'instabilité sociétale et peuvent vous empêcher de poursuivre vos propres intérêts. Cela inclut le danger posé par les lobbies pro-étrangers. Dans son cas, c'était la France. Aujourd'hui, nous pourrions parler d'autres pays, mais c'est très clairement une situation où quelqu'un d'autre pourrait avoir intérêt à vous convaincre de vous lancer dans une guerre, et vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir pour cela. Cependant, il est dans votre intérêt de maintenir une certaine distance. Je pense qu'il est vraiment important de garder à l'esprit que cette perspective n'est pas limitée à l'adresse d'adieu. La correspondance personnelle de Washington, en particulier sa correspondance avec les dirigeants étrangers, est tout aussi éclairante à cet égard. Outre l'alliance avec la France avant de devenir un État, la première véritable relation diplomatique des États-Unis était avec le Maroc. Si vous examinez la correspondance personnelle de Washington avec le roi du Maroc, c'est fascinant. Il assure au roi qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des États-Unis, car c'est un pays laïque, non enclin à se lancer dans des croisades. Il souligne la volonté des États-Unis de se lier d'amitié avec les pays musulmans, mettant en avant que, contrairement aux puissances européennes, les EU n'ont pas l'intention de convertir leur religion ou de conquérir leurs terres. Washington explique ensuite que les États-Unis se concentrent sur leur propre développement
croyant que la paix et la diplomatie profitent à tous. Il rend clair que les EU préfèrent ne pas s'en mêler dans des guerres lointaines. Et ensuite, cela est conclu et souligné en disant que nous poursuivons une nouvelle forme de gouvernement qui est entièrement différente. Nous essayons d'éliminer l'influence du roi de notre pays et de nous gouverner nous-mêmes. Cependant, nous ne croyons pas à l'imposition de ce changement aux autres rois du monde. Il s'agit d'un différend entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et non d'un différend impliquant les rois d'Afrique du Nord ou les rois du reste de l'Europe. Ce n'est pas une croisade antimonarchiste, mais simplement un mouvement d'indépendance et l'établissement d'une nouvelle forme de gouvernement pour nous dans notre propre contexte. Tout cela est très explicitement déclaré dans sa toute première diplomatie avec le Maroc. Donc, il vaut toujours la peine d'examiner des instances comme celle-ci. Il est alarmant de constater à quel point les événements d'aujourd'hui ressemblent à ceux du passé. Il y a 20 ans, la Russie était ouverte et prête à s'intégrer. Cependant, pour certaines raisons néoconservatrices, cette intégration n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, nous nous trouvons au bord d'une troisième guerre mondiale, après la proclamation de la fin de l'histoire. En réfléchissant aux 5 dernières minutes, qu'avez-vous appris en recherchant sur Washington? Quelles leçons les États-Unis modernes devraient-ils tirer des 250 dernières années en considérant le réalisme et la retenue de Washington face à l'idéalisme de Jefferson et d'autres qui préconisent de diffuser nos valeurs à l'échelle mondiale? Commençons par Arta et ensuite Chris. Vous aurez le dernier mot. And let's start with Arta, and then Chris, you'll have the last word. Oui, donc tout d'abord, l'une des choses importantes du point de vue de Washington est le concept de diplomatie. Nous sommes l'Institut pour la paix et la diplomatie, et nous croyons que la diplomatie nécessite un certain caractère. Elle exige de vous de parler avec différents groupes de personnes et d'être ouvert d'esprit. Ce sont les vertus que je pense que quelqu'un comme Washington, qui venait d'une époque différente, presque une ère pré-idéologique aux États-Unis, avait cultivé en lui-même. Il avait une sorte de statut d'homme d'État, une vertu aristocratique, et il comprenait l'importance de parler à différentes personnes, de trouver un terrain d'entente avec elles et de négocier avec elles. Come to terms with them, negotiate with them. So that's one important element. But in general, as a sort of what is Washington? C'est donc un élément important. Mais en général, que signifie le réalisme washingtonien? Je pense que nous pouvons discuter de 3 ou 4 aspects fondamentaux. Le réalisme washingtonien souligne l'importance de l'unité nationale. Il comprend comment l'implication et l'engagement qui conduisent à la surextension et aux guerres étrangères ou à l'enchevêtrement à l'étranger peuvent fracturer l'unité nationale et avoir des conséquences pour celle-ci. Il reconnaît également l'importance de la souveraineté et de l'autonomie stratégique. Cette emphase sur l'autonomie stratégique et la souveraineté n'est pas simplement due à une idéologie anti-monarchique ou à une position contre tous les rois du monde, comme Chris l'a mentionné. Idealism. It's not just an ideology against, let's say, all kings in the world. It's just we want to establish our self-government or our sovereignty. Il s'agit d'établir notre autogouvernance, notre souveraineté et notre indépendance. Ce pays a été créé pour souligner son indépendance par rapport aux autres parties du monde, visant à forger un mode de vie différent pour lui-même. Cette entreprise met en lumière la distinctivité et la nature exceptionnelle des États-Unis en tant qu'État continental, ainsi que sa base de pouvoir régional significative. Dans cet esprit, nous devons saisir ce que nous appelons le réalisme spatial, qui reconnaît l'importance de la localisation géographique. L'Amérique est protégée par les océans qui l'entourent, ce qui signifie qu'il y a très peu de conflits ou d'événements mondiaux qui posent une menace existentielle. Cet avantage géographique est significatif. Cela a permis aux États-Unis de se concentrer pendant longtemps dans son histoire sur son propre développement, sa croissance économique
et sur l'amélioration de la vie de ses habitants, s'efforçant de devenir un pays meilleur et plus puissant. Cela a été largement possible parce que le pays était, à bien des égards, séparé du reste du monde, agissant comme une île en soi pendant de grandes parties de son histoire. Enfin, cela nous amène à la question de ce que cela implique pour la politique étrangère. Le concept de non-alignement global est particulièrement intéressant. Actuellement, l'Amérique est l'un des pays qui plaide pour la division du monde en blocs. Cependant, à l'époque de sa fondation, l'Amérique mettait l'accent sur le non-alignement global et la non-ingérence, avec un focus sur le fait de rester dans sa propre région. Understanding that we will keep to our region, we are not pacifists, we will do what we have to do to secure our interests. Nous ne sommes pas pacifistes. Nous ferons ce que nous devons faire pour sécuriser nos intérêts en Amérique du Nord. Cependant, nous n'allons pas interférer et changer les gouvernements à travers le monde. Nous ne croyons pas que nos intérêts soient mondiaux en ce sens. Cette approche mène à une compréhension plus saine de la sécurité. Nous n'étendons pas la portée de la sécurité pour inclure tout sous le soleil. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur la sécurité physique, la stabilité domestique et la prospérité économique. Cette compréhension reconnaît que le monde est basé sur des régions plutôt que d'être une entité unique et fragmentée. One thing that now we talk about the fragmentation of the world. I think from the Washingtonian. Je pense que, du point de vue washingtonien, le monde a toujours été perçu comme une multiplicité de régions, de géographies et de peuples, plutôt que comme une seule entité sous le concept d'humanité, ce à quoi Jefferson et beaucoup d'autres aspiraient. Cette perspective remonte à ce que Duncan Manch discute à propos de l'éthos libéral anglo-saxon protestant qui a toujours été dominant aux États-Unis, antérieure à l'ère jeffersonienne. Ainsi, il y a toujours eu une sorte de pulsion missionnaire quasi-religieuse aux EU, particulièrement dans le Nord-Est. Cette pulsion a été établie et maintenue à travers les générations. Je pense donc que le réalisme washingtonien nous encourage à réévaluer nos enchevêtrements, relations, alliances et inimitiés de longue date à la lumière d'un monde en mutation. Ce monde passe d'un ordre unipolaire, dirigé par l'Amérique, à une structure plus complexe. L'idée d'une hégémonie mondiale unique n'est plus réalisable. Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers un monde où diverses régions, civilisations et entités cherchent une plus grande autonomie et indépendance. Ce changement crée un monde plus polycentrique et multipolaire. Je pense donc que le réalisme à la washingtonienne est crucial pour développer une nouvelle grande stratégie. Cette stratégie devrait être basée sur les intérêts et réaliste. Elle devrait éviter les postures agressives ou globalistes que certains réalistes autoproclamés, qui nourrissent également des ambitions globalistes, préconisent. Cette tradition nous permet de repenser notre rôle dans le monde. Elle aide à rendre l'Amérique compétitive pour le prochain siècle en tant que l'une des principales puissances parmi d'autres. Cette approche nous éloigne d'être une puissance impériale, hégémonique ou dominante, qui dicte à la fois les structures de pouvoir et de valeur globalement de manière universaliste. Donc je m'arrêterai là. Chris, si les États-Unis continuent de chercher leurs valeurs fondamentales et leur mode de vie à Kaboul, Bagdad et dans d'autres lieux à travers le monde, comment cette approche affecte-t-elle notre mode de vie et notre prospérité? Penses-tu qu'il y ait un avenir pour le projet que Washington et ses compatriotes ont commencé? Ou où vois-tu la voie la plus réaliste pour les États-Unis 250 ans plus tard? Eh bien, je pense que le réalisme à la Washington met vraiment en lumière les dangers de perdre notre focalisation géographique. Alors que les États-Unis ont tenté de devenir un empire mondial, ils ont perdu de vue leur propre intérêt. L'empire lui-même devient la priorité et non la nation qui l'a créé. Nous avons vu des preuves de ce changement. Bien qu'il y ait des données contradictoires, la tendance générale est claire.
De 1790 aux années 1960 ou 1970, les États-Unis avaient le niveau de vie le plus élevé du monde. Maintenant, ils sont à l'extrémité inférieure parmi les pays développés. Bien que cela puisse être quelque peu exagéré, il est vrai que notre qualité de vie et l'inégalité des revenus sont des problèmes significatifs. Beaucoup de choses ont été délocalisées, ce qui est l'opposé de ce que Washington aurait voulu. De plus, un effort, de l'argent et des ressources significatifs ont été investis pour agir en tant que police du monde. La quête de l'hégémonie, je dirais, a nui non seulement aux citoyens américains moyens, mais aussi à de nombreux pays à l'étranger. Cela a endommagé la posture géopolitique des États-Unis et sacrifié beaucoup de ses avantages dans la poursuite de la transformation du monde et de la recherche de profit, mais seulement pour des industries spécifiques, pas pour la société dans son ensemble. Cela nous amène à la question de savoir où nous allons à partir d'ici. Il est indéniable que le monde est devenu plus interconnecté depuis les années 1790. L'équilibre mondial du pouvoir est sans aucun doute pertinent pour les États-Unis. Mais comment mieux poursuivre un équilibre mondial des pouvoirs qui empêche la domination d'un autre pays? Je pense que c'est en fait d'arrêter d'essayer de le dominer soi-même. Premièrement, le projet a clairement échoué. Deuxièmement, cette approche pousse d'autres pays dans les bras de rivaux potentiels parce qu'ils ont peur de ce que vous pourriez leur faire si vous agissez aveuglément. Donc, je pense que la leçon à tirer de l'expérience washingtonienne est de voir également notre histoire précoce, du point de vue des États-Unis, comme étant répliquée dans de nombreux jeunes pays post-coloniaux aujourd'hui. Nous devrions comprendre que puisque nous sommes plus éloignés que les puissances eurasiennes qui sont des rivaux des États-Unis, adopter des politiques différentes nous rendrait moins menaçants parce que nous sommes plus loin. Nous devrions donc soutenir la souveraineté des petits pays, des États tampons et des États neutres. Nous devrions plaider pour la capacité des petits pays ancrés régionalement à avoir leur propre mot à dire dans les affaires mondiales. Cette approche fera autant, sinon plus, pour dissuader d'autres puissances révisionnistes qu'elle ne le fera pour freiner la quête de hégémonie des États-Unis. Arta et moi, avec deux autres auteurs, avons coécrit un article sur le site de l'IPD intitulé « Les puissances moyennes dans le monde multipolaire ». Cet article est très contemporain et se concentre sur ce concept. La multipolarité ne signifie pas une nouvelle guerre froide. Elle ne signifie pas un affrontement perpétuel entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Au lieu de cela, elle englobe d'autres pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie et même le Japon. Tous ces éléments sont importants maintenant, car la part globale de pouvoir, que ce soit les États-Unis, la Chine ou tout autre pays, est en réalité moins importante pour les grandes puissances qui dictent les affaires mondiales. Les pays plus petits, qui ne sont pas trop petits, sont en réalité plus forts qu'auparavant. Cela, à mon avis, profite aux États-Unis en tant que puissance maritime qui bénéficie du commerce. Je soutiendrai que cela ne profite pas à la construction sans fin de bases en Afrique, en Asie ou ailleurs. Cette situation est très bonne pour une puissance maritime éloignée. Donc, je pense que dans un monde plus petit, le réalisme à la Washington reste valable. Il a besoin de quelques ajustements, certes, mais il reste pertinent. Il doit juste comprendre qu'il doit respecter la souveraineté des autres pays, et en retour, ces pays respecteront, espérons-le, sa corrente. Une chose que nous avons citée dans l'article de Washington, que j'aimerais souligner, est issue d'une lettre privée qu'il a écrite à Alexander Hamilton. Dans celle-ci, Washington affirmait « Nous ne serons dictés par la politique d'aucune nation sous les cieux, au-delà de ce que les traités exigent de nous. Si nous devons être dictés par une puissance étrangère sur ce que nous devons faire et ne pas faire, nous avons encore à chercher notre indépendance. »
Je considère cela comme une sorte de seconde déclaration d'indépendance. Je crois également que cette attitude devrait être davantage accueillie par l'établissement de la politique étrangère des États-Unis lorsque d'autres pays l'adoptent également. Le renforcement des puissances moyennes est en fait un excellent moyen de maintenir l'ordre mondial, surtout si vous êtes préoccupé par les grandes puissances révisionnistes. C'est ainsi que je conclurai ce point. Et ce conseil que Chris vient de lire est applicable à de nombreux autres pays dans le monde. Vous pouvez partager cela avec les dirigeants européens aujourd'hui concernant leurs relations avec l'Amérique. C'est également pertinent pour les pays plus petits, non puissance moyenne, en particulier ceux dans les zones tampons qui sont forcés de choisir un côté ou l'autre. Cela les incite à considérer s'il vaut mieux rester neutre au lieu de choisir un camp. Choisir un camp comporte de grands risques et ces pays doivent trouver des moyens de rester en dehors des conflits. Il y a de nombreux exemples. Considérez les pays dans les zones tampons régionales comme l'Ukraine. L'Ukraine n'aurait-elle pas été mieux si elle n'avait pris parti pour aucun côté et avait fermement maintenu sa neutralité, ce que même la Russie voulait à un certain moment? Even Russia wanted at some point. So the question is sort of like, how do we get countries to realize? Alors la question est, comment encourageons-nous les pays à reconnaître que la neutralité et la non-alignement leur sont bénéfiques, en se concentrant sur leurs propres intérêts? Il est également crucial que les grandes puissances et les puissances moyennes comprennent l'importance de la neutralité. Oui, les conflits et les compétitions parmi ces puissances sont inévitables. Cependant, adopter le concept de neutralité à l'échelle mondiale et se concentrer sur ses racines géographiques et intérêts régionaux, comme Chris l'a mentionné, peut constituer la base d'une grande stratégie. Cette approche pourrait fonctionner pour divers pays et promouvoir une pensée basée sur les intérêts, évitant de transformer chaque problème en une crise existentielle ou idéologique. Je voudrais également ajouter rapidement que la terre que vous occupez, en tant que partie de cette géographie, est le véritable déterminant de vos options diplomatiques, et non ce que vous choisissez de croire. Il est beaucoup plus sensé d'adapter vos croyances et la manière dont vous justifiez la raison d'être de l'État à votre base écologique et de ressources, ainsi qu'à votre capacité de défense. Gardez toujours à l'esprit que la réalité physique et spatiale que vous occupez sera le principal déterminant de l'apparence de vos relations étrangères. Cette compréhension vous permettra de dépasser de nombreuses idées temporaires et à la mode sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire, que vous pourriez regretter plus tard. Si vous considérez toujours ce qui est plus permanent, comme la relation spatiale réelle, je crois que cela sert de meilleur modèle que l'idée de transformer le monde ou de faire avancer la race humaine à travers les politiques d'un État particulier. La bonne chose, c'est que le réalisme à la washingtonienne, avec cette compréhension de la neutralité, se développe en fait assez naturellement. Je veux dire, personne n'a eu à enseigner à Washington. Il l'a compris de lui-même. Et aujourd'hui, les 2/3 du monde comprennent cela par eux-mêmes. Le problème survient lorsque l'idéologie prend le pas sur la neutralité. Ce genre de pensée parvient à l'évincer. C'est à ce moment-là que les Européens deviennent fous et sont essentiellement prêts à se sacrifier sur l'autel de quelque cause supérieure hypothétique. Mais cela est toujours temporaire. La question est juste de savoir si cela disparaîtra avant que nous ayons une 3e guerre mondiale ou non. Mais cela dit, j'ai vraiment apprécié cette discussion. Arta Moini et Chris Mott, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Thank you.